François Omeril, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CFE-CGC, qui est la centrale des cadres. Vous êtes opposé à la loi travail. Dans votre dernier communiqué, vous écrivez le contenu des ordonnances confirme les pires craintes que l'on pouvait avoir sur l'ampleur et la violence de l'attaque du gouvernement contre le droit du travail. On se demande alors pourquoi vous n'avez pas défilé hier dans la rue aux côtés de la CGT, de Benoît Hamon ou de Pierre Laurent? Alors, moi, je pense que la question, elle est justifiée. Ma réponse sera de dire que quand nous communiquons sur notre évaluation de la loi, nous sommes effectivement relativement sévères, et j'y reviendrai. Les raisons pour lesquelles nous sommes très critiques sur le résultat de la concertation et sur l'écriture des ordonnances. S'agissant de la manifestation, il faut quand même préciser que c'est une manifestation à l'initiative d'un seul syndicat, et quand la Confédération CFE-CGC décide de manifester, c'est relativement rare, mais quand nous le faisons, en général, nous le faisons parce que nous l'avons décidé nous-mêmes. Nous ne défilons pas à l'appel d'une autre organisation syndicale. Et il faut préciser aussi que là, nous rentrons dans une phase dite de l'action, et nous avons, en interne, nous avons une analyse différente des modalités d'action qu'il faut mettre en œuvre dans les sections syndicales, dans les entreprises, pour l'information du grand public. Pourtant, il paraît que vous vous êtes interrogé sur la date du 21 septembre, à savoir s'il fallait manifester ou pas. C'est une date qui aujourd'hui est préemptée un peu par la CGT. Est-ce que vous allez à un moment descendre dans la rue? Est-ce que la question elle est posée en interne? À ce stade, pour le 21 septembre, nous décidons aussi à la Confédération de ne pas appeler à manifester. Dans le défilé qui est aujourd'hui appelé par la CGT, nous avons à l'étude d'autres modalités d'action. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'informer nos militants, nos salariés, d'informer l'opinion publique sur les positions que nous avons tenues dans le cadre de la concertation et pourquoi nous portons aujourd'hui un regard relativement critique sur les ordonnances et ce que nous souhaitons faire. On va revenir au fond des ordonnances, mais vous dites qu'il y a d'autres modalités d'action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, le fait de défiler dans la rue, ça ne changera rien finalement à ces ordonnances et que tout est un peu déjà décidé, déjà joué? Non, écoutez, il faut que je dise que une organisation syndicale, mais vous le savez, c'est une organisation démocratique dans laquelle chacun a la liberté et le choix de s'exprimer. Et les avis sont partagés. Les avis sont partagés à l'intérieur même parfois d'une section syndicale, à l'intérieur d'une fédération. Nous avons des militants qui veulent descendre dans la rue, d'autres qui pensent que ça ne sert à rien. Et c'est la diversité de notre organisation et des points de vue. Donc à partir de là, moi... Parce qu'il y avait des sections CFE-CGC dans la rue. Oui, mais ça n'est pas un problème. Moi, j'exprime au nom de mon organisation... On peut se dire que vous êtes un peu dépassé par votre base aussi. Non, au contraire, moi je suis assez fier de revendiquer le fait que nous avons sur l'évaluation de la loi une position totalement cohérente et unanime à l'intérieur de mon organisation. Nous avons publié le 13 juillet un communiqué de l'ensemble de mes fédérations et de la Confédération pour donner un avis partagé sur l'évaluation que nous faisons de la loi. C'est ça ma force. Ma force, c'est que sur l'évaluation de la loi et de son contenu et de ses conséquences, nous sommes totalement unanimes. On parle ici des modalités d'action sur lesquelles nous allons proposer un certain nombre de choses qui sont parfaitement partagées avec l'ensemble de mes structures. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Quel genre de Nous sommes plutôt dans le principe d'informer l'opinion, bien sûr, de manière pédagogique, mais aussi de donner à nos sections syndicales les moyens et les outils de réagir immédiatement aux conséquences les plus proches de la loi. Il s'agit par exemple de réagir dès à présent sur les modifications qui touchent au licenciement et à la motivation de la cause réelle et sérieuse. Il s'agit de parler aussi des élections, de la mise en place du CSE, ce que ça va changer pour nos collègues. Nous sommes plutôt dans une démarche de réactivité par rapport à ce qui va changer dans la loi. Nous posons effectivement... Vous informez, mais on l'a dit tout à l'heure, les ordonnances, elles sont écrites, on vous les a montrées. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore négocier à l'intérieur de ces ordonnances? Est-ce que le texte est vraiment clair? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, dirons-nous, pour l'employeur, pour le salarié? Ou est-ce que tout est vraiment aujourd'hui noir sur blanc et on ne peut pas changer les choses? Alors, 160 pages, c'est beaucoup quand même. Je n'ai pas compté le nombre d'articles parce que, par contre, compter le nombre de pages, c'est plus facile, ils sont numérotés. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a un certain nombre de décrets qui sont à prendre. Il y en a qui sont relatifs à la mise en place du Conseil social économique et qui touchent notamment au nombre de délégués suivant la taille de l'entreprise et aux moyens qui sont donnés à ce Conseil. Ça, c'est assez fondamental et c'est un point sur lequel nous allons être en interaction avec le ministère, avec effectivement
des demandes très fortes à ce que, selon l'engagement du ministère, les moyens qui sont donnés aux instances soient à l'équivalence de ceux qui sont aujourd'hui, voire pourquoi pas plus développés, puisque le ministère nous dit c'est une instance très ambitieuse qui doit, pour bien fonctionner, avoir beaucoup de moyens. Je voudrais qu'on revienne sur la centrale. Depuis 1944, vous êtes un syndicat qu'on dit plutôt réformateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt contestataire? Alors, vous avez dit en introduction que nous étions la centrale des cadres. Je veux préciser, puisque vous m'en donnez l'occasion, que nous sommes une organisation syndicale catégorielle qui représente les techniciens, les agents de maîtrise et les cadres, l'ensemble des catégories d'encadrement dans les entreprises et tous les agents de la fonction publique. Le fait que nous soyons un syndicat attaché à la réforme n'a pas changé. Nous le sommes toujours et depuis le début, nous avons contribué, collaboré aux discussions et aux propositions sur toutes les réformes et nous comptons bien le faire sur toutes les réformes dont notre pays a besoin. Il faut être d'accord sur ce principe-là. Et nous étions totalement dans le mouvement au début de la concertation. On parlait des problématiques de frein à l'embauche. Et si nous sommes aujourd'hui opposés au résultat, c'est parce que cette réforme par ordonnance ne traite que de la flexibilisation du contrat de travail, de la précarisation finalement d'une certaine norme d'exécution du contrat de travail et qui ne traite pas en vérité de la question de l'emploi et d'un problème tout simple qui est, nous avons des études qui le montrent, qui est la difficulté pour beaucoup d'entreprises d'embaucher. Finalement, et ça va rien changer. Aucun effet sur le chômage de masse avec cette loi travail. Mais non, bien sûr que non. Nous avons des études qui sont disponibles. Vous le savez, il y a même l'OCDE depuis 2004. Et pourtant, l'OCDE est connue pour avoir beaucoup prôné la flexibilisation du marché du travail. Depuis 2004, un certain nombre d'études de l'OCDE avouent qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre la flexibilisation du marché du travail et la précarisation des contrats et le dynamisme économique. Il y a même une étude récente de l'INSEE qui montre que pour les chefs d'entreprise, la préoccupation principale, ils considèrent à la majorité que les facilités à licencier ne sont pas une facilité à embaucher, et ils considèrent qu'il y a pour le coup effectivement des freins à l'embauche, et que parmi ces freins à l'embauche, il y a un problème pour eux pour accéder aux compétences. Et nous, c'est le problème qu'on a posé. C'est ce que je dis, moi, au président de la République. Vous voulez adresser la question de l'emploi, c'est une très bonne chose. Et nous voulons travailler avec vous sur ce sujet-là. Nous savons qu'il y a un problème d'hétérogénéité dans le pays pour accéder aux compétences qui permettent aux entreprises d'évoluer. Ce sont ces sujets-là qu'il faut adresser. Et ils ne sont en aucune manière traités dans la loi. Et ça, c'est un véritable problème. C'est ce qui fait de ce projet de loi un projet raté. On va écouter la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui s'est exprimée ce matin au sujet de son projet. Le projet de loi, il vise à faire confiance aux acteurs de terrain et à dire, tant aux chefs d'entreprise qu'aux salariés et leurs représentants, leur dire, écoutez, tout n'a pas à être décidé par un texte à Paris. Il y a des sujets plus nombreux où vous avez plus ce qu'on appelle le grain à moudre, la possibilité de définir ce qui est, pour le bien commun de l'entreprise et des salariés, vous concerne, vous directement. Donc finalement, c'est de la démocratie sociale. Hein. Donner du pouvoir à l'entreprise, ça ne peut pas déverrouiller un peu l'embauche, non? Alors je la prends au mot. Tout ne peut pas être déterminé dans un texte décidé à Paris. Alors pourquoi Madame Pénicaud a décidé de fusionner les instances représentatives du personnel par la force de la loi, alors qu'aujourd'hui c'est possible dans le cadre d'un accord passé dans les entreprises? Il y a un passage en force là pour vous? C'est clair. C'est clair. Elle se contredit elle-même. Et ce procédé jette un discrédit total sur l'ensemble du projet. Comment est-ce qu'on peut aller à ce point dans le paradoxe? La loi Rebsamen de 2015 propose de fusionner dans des conditions adaptées et sans limitation de taille pour les entreprises, de procéder à la fusion des instances représentatives du personnel. Elle dit, vous pouvez le faire par voie d'accord. Elle dit même, vous pouvez le faire par décision unilatérale de l'employeur en dessous de 300 salariés. Donc aujourd'hui, c'est possible. Il se trouve que les entreprises ne l'ont que très peu fait. La DGT compte, je crois de mémoire, 20 accords qui ont été passés en 2 ans sur le sujet. C'est donc la preuve que la réponse du terrain
des entreprises sur le sujet de la fusion des instances et qu'ils ne souhaitent pas le faire. Parce qu'ils souhaitent justement, c'est leur analyse du terrain, leur analyse partagée entre l'employeur et les salariés, qu'ils souhaitent garder la spécificité des instances pour pouvoir avoir la qualité de ce qu'on appelle, nous, les signaux faibles. Ce qui se passe dans les ateliers, les conditions de travail, de sécurité, l'interface avec les représentants sur les questions économiques. Or, que décide la ministre? Elle décide à Paris de fusionner de force les instances. Et elle empêche que, par voie d'accord et de dialogue social dans les entreprises, on puisse y déroger. Je trouve ça quand même culotté de dire, eh ben, écoutez, c'est très bien que sur le terrain, on puisse déroger aux normes conventionnelles sur les salaires, sur le 13e mois, sur la prime d'ancienneté. Par contre, s'agissant du fonctionnement social dans les entreprises, ce qui est extrêmement particulier et ce qui est pour le coup le plus caractéristique de la diversité du terrain, est dit là, par contre, je ne l'autorise pas. Alors il y en a un qui va être sans doute de votre avis, c'est le socialiste Stéphane Le Foll qui a pris la parole ce matin. On l'écoute. Aujourd'hui, sur les ordonnances, il y a 2-3 points, moi, qui me posent réellement problème. Et que ça soit sur le fait qu'on ait dégagé une grande partie de la représentation syndicale sur les petites entreprises en disant il n'y a pas besoin de mandatement. Ce qui était moins de d'ailleurs, 50. voilà, moins de 50. Et sur les entreprises de 11 salariés, ben là, c'est le chef d'entreprise qui peut décider. Bon, moi, je trouve que là, on va trop loin. Et surtout, on empêche ce dialogue social qui est pourtant essentiel. Alors c'est plus de dialogue social ou c'est moins de dialogue social avec cette loi? D'une manière Parce que générale, parfois il n'y en a pas du tout. Mais d'une manière générale, il faut toujours plus de dialogue social. Ce que je veux dire, c'est que dans l'inversion de la hiérarchie des normes, puisque je pense votre question peut aussi se rapporter à ça, il faut bien avoir en tête que dans la branche professionnelle, il y a aussi du dialogue social. Et c'est le dialogue social entre les représentants des employeurs et des salariés qui génère la norme conventionnelle. Ce que nous, on pointe comme étant une zone de risque important, c'est la problématique de la concurrence déloyale sur la norme sociale. C'est ça le problème. Il faut, c'est en tout cas l'analyse de la CFE-CGC, sécuriser les acteurs du dialogue social. Quand on négocie dans l'entreprise, c'est très bien. On est effectivement très proche de la situation de travail. Et il faut au maximum développer la capacité des acteurs de l'entreprise à développer. Mais il faut être attentif à ce que cette négociation entre l'employeur et les salariés ne se fasse pas sous une contrainte exorbitante du rapport de force économique qui s'exerce dans la chaîne de valeur. C'est à ça que nous sommes attentifs. Et c'est ça que la loi doit protéger. Il faut que les acteurs de la négociation soient protégés. Il faut qu'ils soient compétents. Négocier n'est pas une affaire simple. Moi-même, je suis syndicaliste depuis 20 ans. Chaque année, il faut qu'ils en aient les moyens et le temps. Il faut qu'ils en aient les moyens, le temps. Il faut qu'ils maîtrisent le cadre dans lequel ils négocient. Quand un employeur va négocier sous la contrainte du responsable des services achats de son donneur d'ordre, il n'aura pas toutes les marges de manœuvre pour préserver ce qu'il souhaite être pour lui-même la norme sociale dans son entreprise. L'entreprise, c'est un tout global, c'est un bien commun dans lequel chacun exprime son désir de travailler ensemble et d'avoir du résultat ensemble. Et c'est tout ça que la loi ne prend pas en compte. Vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Claude Maillet, alors, parce que lui, il dit il y a eu un renforcement quand même des branches, donc du coup, pour moi, c'est convenable, ce texte de loi est acceptable. Vous savez, il y a une grande diversité syndicale en France et c'est une bonne chose. On ne peut pas, d'un certain sens, se désoler de ce que la diversité biologique diminue et, sur le plan social et politique, considérer qu'il faudrait ne voir qu'une tête. Donc, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et souvent, entre organisations syndicales, nous nous voyons de temps en temps, on se parle. Il y a même eu, il paraît, des réunions secrètes avec tous les... Alors, il n'y a pas de réunions secrètes, il y a des réunions sur lesquelles on communique peu, mais il n'y a pas de réunions secrètes. Vous voyez tous ensemble encore? Oui, on se voit, bien sûr, et c'est une bonne chose. Vous avez un rendez-vous prévu, là, tous ensemble? Non, actuellement, non, mais on a par contre le projet, bien sûr, de se revoir. Il y a des dossiers à venir, et ces dossiers, il faut qu'on les regarde et qu'on les traite ensemble. Il faut qu'on partage nos avis. Principalement, c'est que moi je ne veux pas parler au nom des autres organisations syndicales, mais je pense qu'ils se reconnaîtront dans ce que je dis. Nous n'avons pas de désaccord profond. Nous avons, par contre, sur un certain nombre de sujets, une évaluation différente des risques que l'on prend et que l'on fait prendre à la société. Et c'est ça qui fait, je pense, l'intérêt qu'il y ait plusieurs organisations syndicales, c'est que les publics que nous représentons nous-mêmes font que nous avons une vision complète du panorama social. Et c'est ça qui fait la force de notre revendication globalement. On va écouter le Premier ministre Édouard Philippe qui s'est exprimé ce matin et qu'il demande que le vote des Français aussi soit respecté, puisque Emmanuel Macron a été élu pour réformer le Code du travail. On l'écoute. La contestation, je la respecte. Elle existe.
Elle est là, je l'écoute. La liberté de manifester est une liberté fondamentale en France. Et ceux qui s'inquiètent ou s'opposent à ce texte ont parfaitement le droit de manifester dans l'ordre et en respectant la loi. Mais ils ont parfaitement le droit de le faire et il faut respecter ce droit. Donc j'écoute et je suis attentif. Mais vous ne changerez rien. Mais je me permets d'indiquer que les Français, quand ils s'expriment par leur vote et au moment des élections, ils ont également le droit d'être respectés. Emmanuel Macron a finalement été élu pour faire cette loi et les Français doivent être respectés dans leur vote? Alors, une telle affirmation mérite une réponse nuancée. Je vais vous dire dans un premier temps que la démocratie en France ne s'est pas arrêtée au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle. La démocratie, c'est un lieu vivant et diversifié dans lequel chacun a un mandat, une responsabilité à assumer. Moi, je suis le président d'une organisation syndicale, je représente des corps intermédiaires, je représente 12% en termes de représentativité. Il y a des gens chaque jour ou chaque semaine qui mettent un bulletin CFE-CGC dans l'urne dans les entreprises. J'ai un rôle à jouer et j'ai un mandat pour ça. Donc moi, il faut m'écouter, comme il faut écouter les autres. Et le président, et je pense que c'est son projet, durant les 5 ans de son mandat, il aura à cœur de consulter les partenaires sociaux, de travailler avec eux sur l'évolution du corps social, les évolutions législatives, parce que c'est notre rôle à tous et c'est notre mandat. Donc vous demandez à être entendu aussi pour les prochaines réformes, apprentissage, formation, assurance chômage, vous avez des inquiétudes? Alors, on a des inquiétudes, je vais vous les dire, mais juste un mot sur le programme. Quand les gens votent pour Emmanuel Macron, moi je n'ai pas de commentaire à faire sur Europe Politique, une organisation syndicale, elle est indépendante de tout parti et de tout pouvoir. Dieu merci, ça nous rend beaucoup plus efficaces pour exercer notre mandat. Mais quand les gens votent, ils votent pour un panorama global. Et on ne peut pas dire le vote des Français sur Emmanuel Macron valide tout ce qui est écrit dans le programme, si tant est que tout fut écrit, ce qui n'est pas le cas. Nos grosses inquiétudes pour l'avenir et concernent l'UNEDIC, bien sûr, pour lequel, là, il y a un engagement très clair de campagne et d'avant-campagne du président, qui était d'étatiser le système. Pour lequel vous êtes contre? Alors, pour lequel nous avons d'énormes craintes, parce qu'aujourd'hui, le système, en tout cas, c'est ce qu'on peut plaider, preuve à l'appui, est un système qui fonctionne plutôt pas mal, qui a été extraordinairement flexible, qui a permis de s'adapter à la crise de 2008. Donc, c'est tout un tas de sujets sur lesquels, je pense, on reviendra, et pour lesquels on aimerait bien entendu. Merci François Omril d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la CFE-CGC, Confédération des cadres. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.